Bonjour à tous et merci de vous connecter. Je ne sais pas si des personnes se connectent. Ceux qui le font, prière de faire des cœurs, de faire des j'aime pour que notre vidéo soit protégée. En ce début de l'année 2022, je voudrais d'abord commencer par adresser mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux à tous les New Power Women et à tous les New Power Men qui ont décidé de se mettre dans le combat pour la libération de notre pays, le Gabon, et au-delà du Gabon, de notre continent aimé, Kama. Ce sont surtout les vœux de détermination et de persévérance que j'adresse à cette communauté de lutteurs. Car le combat que nous menons est extrêmement difficile et périlleux. Nous le menons au prix de notre liberté, au prix de notre vie. Beaucoup sont morts avant nous et d'autres tomberont tant que nous n'aurons pas réussi à nous affranchir de ce joug néocolonial qu'est la France-Afrique. Il nous faut être déterminés. Il nous faut être persévérants. Parce qu'en face, nous avons un adversaire retors. Nous avons un ennemi implacable, redoutable, qui refuse d'envisager son avenir sans la prédation des richesses africaines. Mais les lignes bougent et les choses deviennent de plus en plus difficiles pour la France officielle et des réseaux. Ce sont ces éléments qui nous donnent de l'espoir et qui nous fait croire dans l'espérance d'un changement à venir en Afrique, s'agissant de la lutte que nous menons pour notre émancipation totale, pour notre souveraineté. La France aujourd'hui est fragilisée. Il faut le dire, c'est une réalité, parce que les lignes bougent. Les populations africaines sont de plus en plus averties. Il y a un éveil de la conscience territoriale en Afrique sans précédent. Un éveil grâce aux différentes sensibilisations qui sont apportées par les influenceurs, que je voudrais ici saluer. Je pense au professeur Franklin Nyamsi Wakamowood, qui aujourd'hui est sauvagement attaqué, déstabilisé par les agents france-africains. Je pense à Nathalie Yamb, qui a été expulsée de Côte d'Ivoire. Je pense à Amina Fofana, qui mène un travail formidable au Mali. Je pense à son compagnon Ben Le Cerveau. Je pense au Sénégal à Ousmane Sonko, à Guy Marius Sagna, à Barthélémy Diaz. Je pense au Congo, à mon frère Donald Goumba, alias l'impérator, le Congo-Brazzaville, j'entends. Je pense à mon frère qui est en Italie, mais qui poursuit son combat panafricaniste, Mohamed Konaré. Et bien entendu, tous ces inconnus aujourd'hui qui travaillent dans l'ombre pour l'émancipation totale du continent africain. Connectez-vous, car aujourd'hui, nous allons reprendre notre série The Campaign France-Afrique Bashing. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander d'écouter un son
qui nous semble tomber à propos avec la question à laquelle nous allons essayer de répondre tout à l'heure. Partagez cette vidéo. Partagez-la à beaucoup de personnes afin que le plus grand nombre soit instruit de ce qui sera dit. Partagez-la. Faites des cœurs pour la protéger. Et ensuite, laissez vos commentaires afin que je sache les personnes qui suivent la vidéo. Et que s'il y a des questions que vous souhaitez poser là, en relation avec la question qui est posée, le thème qui est débattu, alors écrivez. Et il me sera possible de lire et de répondre. Pour l'heure, écoutons Cours martial de Laure et Comindon avec Matt, le Seigneur Lion. Garde à vous. Rompez. Rompez. On veut voir nos frères des corps armés, policiers, militaires, mercenaires nous rejoindre sur la piste de danse. Par contre, pensez juste à laisser vos armes à l'entrée. Il n'y a personne sur qui tirer ici aujourd'hui. Non, on veut voir l'armée Djouzé le jazzé. Mes respects, mon général. Prenez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade. Je ne tirerai pas sur les miens désarmés. Mes respects, mon général. Prenez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade. Faites sur les miens jamais. Loin de la ville morte, personne ne dort. Aujourd'hui encore, on fonce vers l'épreuve de force. Aéroport, Fort d'Or. Partagez la vidéo. Partagez-la à vos amis. Et en même temps, protégez-la en mettant des cœurs. C'est important pour que je puisse mener cette conférence jusqu'à son terme. On ne peut que ramasser les corps. Dès lors que les forces de l'ordre orchestrent le désordre, on devient sponsor de la mort. Si j'incorpore les corps, si je porte l'uniforme, c'est d'abord par pur esprit patriote. Je jurerai de servir mes frères, sœurs, et non le contraire, je me préfère déserteur. Mes respects, mon général, traînez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, je ne tirerai pas sur les miens désarmés. Mes respects, mon général, traînez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, faites sur les miens, jamais. Trêve, marche, manif, oui l'on est grave. Mais si, ça se soulève, nous on est grave. Voilà ma tâche, chaque fois qu'on le détache, mon bataillon on écolle jusqu'à la dernière tâche. Par balle, 4 grenades et mamacra. Chargez les armes, DAB, carte le train, placez les cases, tac, on part à la chasse, on part à la casse. Et c'est en charte qu'on débarque. Raison ou tort, ça ne nous regarde plus. On frappe dans le tas s'il faut et on n'en parle plus. Les ordres sont les ordres, nous on les exécute. Un fou bouge dans la foule, nous on te les bute. Entends les mots qu'ils utilisent pour s'utiliser comme matière grise. Soldat, quels sont ces mots? Mais qu'est-ce qu'ils te disent? Ne vois-tu pas que c'est vers les tiens que tu vises? J'aimerais entendre ces mots. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te motive? Quelle est la mise qui te pousse à l'assaut? Te pousse à la faute? Tu tires sur une autre, et les nôtres sont les vôtres. Okay. Mes respects, mon général, traînez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, je ne tirerai pas sur les mains désarmés. Mes respects, mon général, traînez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, faites sur les miens jamais. Comment oublier que nos soldats sont parfois nos meurtriers? Quand ils sortent les armes, quand ils sortent... Partagez la vidéo. Dès que vous êtes connecté sur le live, partagez la vidéo à vos amis. Partagez la vidéo aux différents groupes auxquels vous appartenez. Partagez pour que le plus grand nombre de Gabonais soient au courant. Et même les Africains qui s'intéressent au Gabon, qui s'intéressent à l'Afrique, ils doivent savoir ce que nous allons dire aujourd'hui. Partagez donc la vidéo et aimez-la. Protégez-la. Les agents france-africains suivent avec beaucoup d'intérêt notre campagne. Ils ont donc l'objectif de la stopper en signalant la vidéo. Donc, pour éviter cela, partagez au plus grand nombre et aimez la vidéo. Aimez-la. Bien.
Vous venez d'entendre Laure Ekomindon et Seigneur Matt Lyon, qui sont les leaders du groupe Mauvaise Haleine, un groupe de rap très engagé, qui a eu du succès dans les années 90, 2000 et qui continue à rester droit dans ses bottes, à se battre pour la libération africaine. Et là, une chanson dédiée à l'armée africaine. Une armée dont je vais parler aujourd'hui. L'armée française, naturellement. Mais son supplétif, l'armée gabonaise. Et au-delà, il faut comprendre également les armées africaines de l'espace francophone, qui présentent la même typologie. Mais avant, comme la tradition me l'exige, je vais me présenter. Je suis Privat Ngomo, le responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement est une structure associative, politique et internationale. Nous avons pour corpus idéologique le triptyque suivant. Foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France-africain et fondamentalement néo-panafricaniste. Ce mouvement a été créé pour l'émancipation totale du Gabon, afin que le peuple gabonais souverain dispose d'un État indépendant et puisse exploiter les richesses immenses du pays au bénéfice de toutes les populations du Gabon et au-delà d'Afrique centrale. Voilà l'objectif noble, l'ambition idéale de notre mouvement, auquel j'appelle tous les Gabonais qui le souhaitent à adhérer. Ce combat, nous le menons déjà avec quelques personnes, mais le plus grand nombre donnera un sens à cette lutte qui nous concerne et qui concerne l'avenir des générations futures du Gabon et d'Afrique centrale. Nous sommes dans la campagne The France-Afrique Bashing, qui a commencé précisément le 11 novembre 2021, l'année dernière. 4 actes se sont déjà opérés. 4. Le premier acte, l'acte 1, a consisté à justifier la légitimité de notre position. Pourquoi, alors qu'il y a une élection présidentielle française dont le but est de désigner le prochain président de ce pays, pourquoi nous avons décidé de nous inviter à cette campagne en développant des thématiques qui sont souvent oubliées, qui sont passées à la trappe, dont les candidats français ne veulent jamais traiter et donc ne veulent pas informer les populations françaises. Nous avons décidé de parler de la France-Afrique et de tous les méfaits que cette organisation mafieuse cause en Afrique. Des questions autour des richesses des pays africains qui sont spoliées, qui font l'objet de prédation depuis plus de 50 ans. Des questions autour des armées françaises qui soutiennent des armées de répression africaines. Les questions autour du soutien indéfectible de la France à l'endroit des dictateurs africains, donc des dictatures france-africaines. Les questions autour du franc CFA, une monnaie nazie, néocoloniale, qui continue à être de vigueur
en Afrique francophone au 3e millénaire. C'est extraordinaire. Les questions autour de l'aliénation culturelle de l'Afrique avec l'arme de la francophonie. Voici les questions que nous allons aborder. Et comme vous le voyez, qui ne sont jamais au cœur de la campagne présidentielle française. Et pourtant, quand le président français sera élu, eh bien, il aura la haute main sur les 14 pays africains de l'espace francophone. Il va se comporter en chef des dictateurs, en président des républiques africaines de l'espace francophone. Ce sera ça. La constitution de la 5e République française lui donne ces pouvoirs-là. Donc, il est temps que nous prenions la parole et que nous nous exprimons, afin que les lignes bougent et que la politique africaine de la France connaisse une véritable inflexion. Voilà la légitimation de notre position. Pour l'acte 1, c'est cela qui avait été dit. Et vous pouvez retrouver les vidéos, les 2 vidéos, sur notre plateforme New Power Official. Dans l'acte 2, nous avons posé la base de travail. Nous sommes partis à l'origine, tout simplement. Les accords secrets de coopération, tels qu'ils sont ainsi désignés par les Français, et que nous avons renommé les accords secrets néocoloniaux, car la colonie du Gabon, des années 40, 50, 60, est devenue la néocolonie du Gabon, à partir du 17 août 1960, lorsque ces accords de coopération ont été signés par un secrétaire d'État, Jean Foyer, et un Premier ministre, Gabriel Léon Baminko. Il nous fallait donc aller regarder ce qui avait été écrit, car c'est ce qui est aujourd'hui appliqué. Et si les choses vont si mal, c'est peut-être parce que les intérêts du Gabon n'ont pas été pris en considération dans ces différents accords secrets néocoloniaux qui sont toujours soustraits à la vue du peuple gabonais. Alors que ce qui a été décidé dans ces accords impacte chaque jour la vie du citoyen gabonais. Donc, nous avons pris le temps de lire tous les accords que nous avons eus entre les mains. Un accord particulier, politique, nous l'avons lu. Un accord sur la politique étrangère, nous l'avons également lu. Un accord sur la défense et ses 3 annexes, nous l'avons lu. Un accord sur la politique monétaire, financière et économique, nous l'avons lu. Un accord sur l'exploitation des ressources stratégiques, les produits dits stratégiques, nous l'avons lu. Un accord sur l'aviation civile, nous l'avons lu. Un accord sur la marine marchande, nous l'avons lu. Nous avons lu tous les accords. Nous avons même lu la convention d'établissement qui permet à la France, justement, de s'installer au Gabon afin d'assurer l'application de ces accords qui sont léonins. Quand vous lirez ces accords, que je me ferai un plaisir de communiquer à la fin de la campagne, ce France-Afrique bashing, quand vous lirez ces accords, vous vous rendrez compte que la France s'est octroyée la part du lion et qu'il n'y a jamais eu d'équipe gabonaise pour entrer en négociation et ensuite signer ces accords. Il n'y a eu aucune discussion pour que les Gabonais puissent intégrer dans ces accords les intérêts suprêmes du pays. 2 vidéos ont été indispensables pour avoir la lecture exhaustive de ces accords. Ensuite,
Après l'acte 2 qui a consisté à lire les accords secrets néocoloniaux, nous avons procédé à la lecture du rapport synthétique sur l'analyse de ces accords. Car j'avais en temps opportun, dans le passé, suggéré à quelques experts de regarder avec beaucoup d'assiduité, de scruter ces accords et d'en sortir quelques observations. Cela a été fait. Un rapport d'environ 26 pages a été lu par mes bons soins au cours de l'acte 3. Ce rapport sera également mis à votre disposition à la fin de cette campagne The France-Afrique Bashing, campagne qui se terminera après l'élection du président de la République française. Donc soyez patients et soyez fidèles. Suivez ces différents lives car vous accédez à des informations qui ont été longtemps cachées, longtemps taboues, et dont la classe politique refuse d'en parler pour des raisons évidentes de couardise et de peur. Mais c'est une génération qui a peut-être peur pour sa vie et qui est prête à se soumettre au diktat français. Une nouvelle génération monte avec un autre état d'esprit, une autre détermination et surtout absence totale de complexe de négro-infériorité face aux Français. Et ça, c'est un indicateur fondamental pour mener la lutte jusqu'au bout. L'acte 4, dans lequel nous sommes actuellement, consiste maintenant à commenter et analyser les différentes thématiques qui ont été abordées dans les accords de coopération. Dans les deux précédents actes, l'acte 2 et l'acte 3, je n'ai fait que lire scrupuleusement ce qui a été écrit. D'abord dans les accords secrets néocoloniaux et ensuite dans le rapport que j'avais demandé de réaliser par une équipe de 30 experts. Maintenant, je me fais le plaisir de rentrer en détail dans certains aspects. Et pour ce faire, je procède par le questionnement. Je pose une question et cette question m'amène à développer en m'appuyant sur ce qui a été écrit et sur ce que tout le monde constate aujourd'hui. La première question a consisté à demander si les Gabonais étaient responsables de la situation d'échec du développement de leur pays. Sont les Gabonais responsables du sous-développement du Gabon? Sont-ils souverains? Ont-ils pris des décisions en toute indépendance pour que malgré les richesses de leur pays, malgré une jeunesse débordante et dynamique, malgré des cadres formés dans des plus brillantes universités du monde, malgré tous ces atouts, notre pays, au bout de 61 ans, n'arrive pas à sortir la tête hors de l'eau? Est-ce la faute des différents responsables qui se sont succédés à la tête de notre pays, à la tête de nos administrations publiques? C'est une question qui a été posée et à laquelle j'ai répondu. Les vidéos se retrouvent dans cette plateforme, ce New Power Official, sur laquelle actuellement vous suivez ce direct. La deuxième question portait sur les immenses richesses de notre pays, le Gabon. À qui appartiennent-elles? Qui est le propriétaire des richesses du Gabon? Quel est celui qui en jouit depuis maintenant plus de 61 ans? Il faut se poser cette question parce que nous sommes en face d'un paradoxe que nous ne pouvons plus accepter. Le paradoxe qui veut que nous disposions d'immenses richesses naturelles, des ressources incommensurables. Je n'ose même pas les citer. Je prendrai à peu près 5 minutes pour le faire. Nous disposons de toutes ces richesses et nous sommes un pays pauvre.
Les institutions internationales disent que le Gabon peut donner à chaque Gabonais par mois la somme de 3 490 000 francs CFA. Calcul qui est fait sur la base du produit intérieur brut que l'on rapporte à la tête d'habitant. Chaque Gabonais devrait avoir 3 390 000 francs CFA par mois. Voilà théoriquement la richesse du Gabonais. Dans la pratique, qu'est-ce qu'il en est? La différence est abyssale, vous vous en doutez. Il faut corriger ça. Nous ne pouvons pas continuer à nous contenter de ces situations de misère, de misérabilisme. Ce n'est plus acceptable. Et pour cela, nous nous levons et nous disons non. On arrête tout et on reprend du début. C'est la position que nous développons au New Power. C'est elle qui nous amène à vous informer sur ces questions tabous, ces questions opaques, ces questions obscures, voulues ainsi par la France-Afrique, qui ne prospère que dans l'obscurité, mais qui se retrouve très mal à la lumière. Et nous mettons la lumière sur ces aspects cachés. La troisième question de cet acte 4 dans lequel nous sommes entrés de plein pied est la suivante. À quoi sert la base militaire française au Gabon? Que l'on peut même reformuler ainsi. À quoi sert l'armée française d'occupation au Gabon? C'est la question que je pose aujourd'hui et à laquelle je vais essayer de répondre en m'appuyant sur l'histoire de notre pays et sur des documents historiques que vous finirez par consulter quand je les mettrai à votre disposition. Mais d'abord, un petit rappel historique. Car notre histoire, nous ne la connaissons pas, vous savez. L'école coloniale nous apprend une histoire qui nous maintient toujours dans la position d'aliénés, de colonisés, et donc d'individus incapables de s'assumer. Puisqu'il faudra toujours tendre la main et attendre tout de la France. Mais il faut dire aux Gabonais, ceux qui m'écoutent actuellement, dans le cadre de ce petit rappel historique, que la pénétration coloniale, juste après qu'on eut déclaré l'abolition de l'esclavage, la pénétration coloniale s'est faite en Afrique par les puissances impérialistes qui désormais n'avaient plus accès à la traite des Noirs. Cette pénétration coloniale s'est faite à partir du 19e siècle. Et au Gabon, c'est la construction du fort d'Aumale qui s'est effectuée en 1943 qui permet de donner une présence française au Gabon. C'est le premier comptoir. Nous sommes là en 1843. La présence permanente de la puissance française au Gabon. En 1866, le Gabon a été regroupé dans le territoire français, Gabon-Congo, et il est devenu ainsi une possession française. Plus tard, il va se retrouver dans le grand ensemble que les Français ont dénommé l'Afrique équatoriale française. À côté des pays comme le Congo, aujourd'hui Congo-Brazzaville, Fort-Lamy, Djamena, aujourd'hui Tchad, Bangui-Chari, aujourd'hui Centrafrique, et plus tard sera annexé le Cameroun, qui lui était une ancienne colonie allemande et qui s'est vu sous le protectorat français après que l'Allemagne eut perdu les deux grandes guerres mondiales qu'elle a livrées à l'Europe et au monde. Donc le Gabon devient une possession française dès 1866. Cela ne s'est pas fait avec l'aval de tous les Gabonais.
Certains ont signé des traités avec la France. Nous pensons au roi Louis Rapotiombo, ce qui était sur la côte. Mais d'autres à l'intérieur, lors de la pénétration continentale française au Gabon, d'autres peuples ont résisté. Et cette histoire coloniale de la résistance n'est pas enseignée dans nos manuels scolaires. C'est une tare académique qu'il nous faudra absolument corriger. On ne parle pas des résistants héroïques qui se sont opposés à la pénétration coloniale. On n'en parle pas, on n'en parle jamais. Aujourd'hui, je voudrais pourtant relever la mémoire de tous ces hommes qui ont fait preuve de courage et qui ont décidé d'affronter les personnes étrangères qui voulaient prendre possession de leurs terres. Je vais commencer par la résistance du peuple Tsogo. Oui, les Tsogo se sont affrontés aux colons français. Nous sommes là entre 1903 et 1908, soit environ 6 ans. Ceux qui ne le savent pas, retenez ce nom, Bombé ou Bombé Anyangé. Bombé Anyangé en langue Tsogo veut dire le fils de Nyangé. Bombé Anyangé est Bombé, le fils de Nyangé, dans la langue Tsogo. Les Misogo, sous le commandement de Bombé, ont affronté les Français qui voulaient prendre possession de leurs terres. Et leur quartier général était à Dikota. Mais cette résistance méritoire a été vaincue en 1908. Cette période de l'histoire doit être enseignée dans nos manuels scolaires. Il est clair que tant que c'est la France qui va décider du contenu pédagogique de nos manuels scolaires, jamais elle ne mettra en valeur des esprits qui sont opposés à sa domination sur les terres de notre pays. Jamais elle ne le fera. C'est à nous de le faire et de montrer que nous avons eu des vaillants guerriers qui ont su s'opposer jusqu'à la mort à la pénétration coloniale française. La deuxième résistance est celle du peuple Pounou, qui se situe entre 1907 et 1912, soit également 6 ans. Là, elle est menée par un certain Mavurulu, que l'on appelle aussi Nyonda Makita. Son quartier général s'étendait de Kumurambe jusqu'à Mokabe, en passant par Murundi. Mavurulu combattait les Français. Il combattait la pénétration coloniale. Et particulièrement un capitaine français du nom de Conrad, qui a dû renforcer son équipe militaire du bataillon de Sikre et qui a été aidé également par des troupes de tirailleurs sénégalais. La résistance de Mavurulu, comme celle de Bombé, fut grande. Mais les deux tombèrent sous les coups des Français, mieux organisés et mieux outillés. Troisième résistance, celle des Adouma Awanji. Cette résistance se fait entre 1928 et 1929, soit 2 ans. Elle est menée par le guerrier Wongo, qui orchestra des révoltes contre les colons. Et le guerrier Wongo reprenait en cela les guerres que les Adouma Awanji menaient déjà à l'époque, en 1886, dans la ville de Lastourville, ancien Madiville, contre les Français qui voulaient prendre possession de leurs terres. Voilà déjà 3 peuples qui ont résisté à la pénétration coloniale, mais qui ont été malheureusement vaincus. Parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Et cela s'est fait dans le temps, de façon, il faut le dire, désorganisée. Un autre peuple
qui n'a pas accepté qu'on prenne possession de ces terres? C'est le peuple Ekan. Celui qu'on appelle généralement Fan, Beti, Boulou. Et que nous, aujourd'hui, nous appelons Ekan. Car c'est notre ancêtre commun, un Nan ou Nanga, qui s'est fait surnommer Ekan. Et qui a donné naissance à la nation Tumu, à la nation Petit, à la nation Fan, à la nation Okak, à la nation Movumundun, à la nation Ben. Il y a donc eu une grande résistance des Ekans dans le nord du Gabon. Nous sommes là entre 1907 et 1910, soit 4 ans de résistance forcenée. C'est un mouvement qu'on appelait Bizdima. Bizdima veut dire en langue Ati, pour ne pas dire en langue Fan, pour ne pas dire en langue Boulou. Bizdima veut dire les soldats, les guerriers. Et l'équipe des Bizdima, l'équipe dirigeante, était basée dans la région d'Oyem. Et elle comprenait de puissants guerriers, de puissants chefs patriarches guerriers. Je vais citer quelques-uns. Au Vonominta, de la Yonkodjen, Ayon dont je suis le neveu, et c'est une fierté pour moi de descendre de ce taillon-là. Au Vonominta, de la Yonkodjen, était un grand maître guerrier qui a combattu la pénétration coloniale au sein de ce qu'on appelait les Bizdima. Il y avait aussi Ekomo Adza de la Yon Odip. Ma mère, qui est une Kodjen, elle est Monongon Odip, dont j'ai aussi du sang Odip. L'ensemble des guerriers Bizdima étaient répartis en 10 bataillons, de 400 à 500 hommes commandés par les chefs de bataillon. C'est une structure de guerre que les Ekans ont conservée quand ils se sont installés dans le Wellington. Il faut dire que pendant la migration, il fallait se battre. Donc, on était déjà habitués à nous organiser. Je parle là des Ekans, auxquels j'appartiens. Le principal quartier général des Bizdima fut le village Ebele, qui comptait 5 corps de garde, dont 3 étaient occupés en permanence par les résistants sous la direction du chef Ekomonar. Voilà pour ce qui est de la résistance des Bizdima, du peuple Ekan, dans le nord du Gabon. Résistance qui, elle aussi, a fini par être vaincue. Mais il y a eu aussi une résistance des Ekans dans le centre du Gabon, précisément en Diolé, avec Eman Tolé, de 1887, quand ce dernier s'est fait remarquer par la puissance occupante coloniale, jusqu'en 1904, soit 17 ans de résistance. Et c'est en 1904 que finalement on a réussi à mettre la main sur lui, à l'arrêter et à le déporter en Côte d'Ivoire, dans la ville de Grand Bassam, où il mourra en 1914. Ce n'est pas tout. Il y a eu encore d'autres peuples qui ont résisté. Le temps viendra où des cinéastes gabonais, férus d'histoire, voudront mettre tous ces différents visages, aujourd'hui inconnus, sur le grand écran, dans des jeux vidéo, dans des bandes dessinées, dans des dessins animés pour toucher la jeunesse. Et dire à cette jeunesse gabonaise, qui parfois semble mollassonne, qu'elle est l'héritière de grands guerriers, de valeureux combattants, qui n'ont pas accepté la domination occidentale française. Je vais terminer ce rappel historique avec la résistance des Kwélé dans le nord-est du Gabon. C'est une petite histoire qu'il faut raconter et qui n'est pas connue du peuple gabonais. Je me fais aujourd'hui le plaisir de vous lire cette histoire. Elle est triste. Elle est dramatique. Nous sommes là dans la période d'août à octobre 1909. Explose un litige entre un milicien français de l'armée coloniale et un Tsogo, un membre de la communauté Kwélé, qui répond au nom de Ndembe.
De quoi s'agit-il? Le milicien français d'autorité s'est arrogé un régime de bananes et un gros coq qu'il a pris de force et qui appartenait à M. Dembe, du peuple Kwélé. Ce dernier, naturellement, n'apprécie pas cette attitude. Il décide donc d'organiser une mission punitive avec quelques-uns de ses frères, qui sont initiés au rite Meji. Un rite où les gens disparaissent dans le combat, où ils sont invulnérables par les arbres. Donc les guerriers Kwélé décident donc en mission punitive de s'attaquer à un comptoir administratif français, qui était une base des Français dans cette région du Haut-Ivindo. Cette action punitive déclenche le conflit entre l'armée coloniale française qui s'est installée au Haut-Ivindo et le peuple Kwélé. Les combats vont durer pendant près de 3 mois. Et finalement, les Français, n'arrivant pas à bout, vont user d'une arme dont ils ont le secret. Celle de la ruse et de la tromperie. Et aujourd'hui encore, nous en sommes victimes. Victimes du mensonge français. Que font les Français pour venir à bout des Kwélé insurgés? Ils leur proposent une trêve. Une trêve qu'ils veulent agrémenter d'un banquet. Ils invitent donc à un repas fraternel les anciens belligérants, leurs adversaires Kwélé. Ces derniers acceptent de participer au banquet, mais se rendent compte trop tard que le repas a été drogué par les Français. Ils vont perdre leurs moyens, ils seront neutralisés et exécutés par l'armée coloniale française, qui en viendra ainsi à bout. Des femmes et des enfants Kwélé seront également massacrés. C'est un génocide que les Français ont perpétré au Gabon, dans le Haut-Ivindo, lorsqu'ils ont tué ces peuples Kwélé. C'est un génocide. Et cela se passe au début du XXe siècle. Nous sommes là en août-octobre 1909. La France s'est rendue coupable d'un génocide du peuple Kwélé au Gabon. Il faut le dire. C'est un crime imprescriptible. Donc, il y a possibilité de porter plainte. Un jour, le peuple Kwélé, aidé des amis du Gabon, des amis du peuple Kwélé, porteront plainte pour génocide contre la France. Comme le peuple juif a porté plainte pour génocide contre l'Allemagne nazie. Oui, nous ne sommes pas des sous-hommes. Si nous avons été massacrés, et si ce crime est imprescriptible, les coupables doivent payer. Et ils paieront. Ce crime ne peut pas rester impuni, même si un siècle s'est déjà écoulé. Le crime de sang, le génocide, est un crime imprescriptible. C'est-à-dire qu'on peut toujours porter plainte lorsque l'on dispose des différents éléments. Voilà les différentes résistances qui ont eu lieu, mais qui n'ont pas permis que notre terre du Gabon reste indépendante et que les peuples qui y vivent soient toujours souverains. Non. Nous avons assisté au triomphe du colon français. Les Français ont réussi à prendre possession de nos terres. Il y a eu donc une installation de l'armée d'occupation coloniale, grâce d'une part à un meilleur armement et à une bonne organisation militaire qui bénéficiait non seulement des miliciens africains, notamment les tirailleurs sénégalais, mais aussi des trahisons internes. Car je ne suis pas entré dans les détails, mais beaucoup de ces résistants héroïques gabonais ont été trahis. Car la France également achète parfois des consciences. Achète des personnes qui, pour une bouteille de rhum,
ou pour une petite verroterie futile sont prêts à trahir leurs frères qui pourtant se battent pour la bonne cause. Et donc, la résistance gabonaise qui était fragmentée, qui était dispersée, qui s'est faite dans le temps, sans unité, a fini par être vaincue. Et à partir de 1930, on assiste à la pacification du Gabon. Les Français ont gagné. Le territoire gabonais leur appartient désormais, puisqu'il n'y a plus de résistance. Tous les différents résistants héroïques, tous les vaillants guerriers ont été assassinés ou portés à l'exil. Avec l'anéantissement de la résistance gabonaise, nous avons alors une administration coloniale militaire qui désormais prend possession du pays et prend donc le contrôle désormais de la gestion de la terre gabonaise. Ces éléments français seront aidés des supplétifs gabonais, des supplétifs africains qui vont les aider à s'imposer dans notre pays. Et nous avons là l'embryon de ce qui sera l'armée nationale. Les supplétifs militaires coloniaux qui aidaient les Français à tuer les résistants, qui aidaient les Français à dénoncer toute personne qui s'inscrivait en faux. Tous ces différents Africains, gabonais ou non gabonais, qui travaillaient à la solde de l'armée coloniale française, feront partie de l'armée nationale. Ce sont eux qui sont l'embryon d'armée nationale du Gabon et même aussi des autres pays africains, car le processus était le même, vous vous en doutez. En 1960, à l'ère de ce que nous appelons désormais les pseudo-indépendances, vous avez donc cette armée coloniale qui va donc se scinder en deux. Une partie sera l'armée dite nationale, les supplétifs de l'armée coloniale, les supplétifs africains, et une autre partie sera la base militaire française, les éléments français qui vont rester pour toujours avoir la haute main sur le pays avec le soutien d'une armée nationale qui en réalité est à la solde de l'armée française. Voilà le rappel que je voulais faire. Vous avez donc compris que l'armée française au Gabon est la survivance de l'armée coloniale que la France avait, et l'armée nationale n'est que le prolongement des supplétifs gabonais ou africains qui étaient déjà embrigadés dans l'armée coloniale française. Il n'y a eu aucune rupture, juste les formes qui ont changé, des formes plus acceptables, mais les missions sont restées les mêmes. Quels étaient les enjeux? Quels étaient les enjeux? Pourquoi avoir une base militaire française au Gabon? Alors que ce pays a été réputé indépendant lorsque, le 17 août 1960, son premier ministre, Gabriel Léon Baminko, a proclamé l'indépendance. Pourquoi des accords de coopération qui expliquent la présence militaire française au Gabon? Je vais donc, sur la base d'un document historique, vous lire deux articles de l'accord militaire de coopération que notre pays, le Gabon, a signé avec la France en 1960. Et vous allez mieux comprendre pourquoi nos armées nationales sont ainsi et pourquoi la base militaire française, plus de 61 ans maintenant aujourd'hui, continue à vivre sur la terre du Gabon. Deux articles, l'article 3 et l'article 5. Article 3. La République gabonaise a la responsabilité de sa défense intérieure. Elle peut demander à la République française une aide
dans des conditions définies par des accords spéciaux. C'est intéressant, cette première phrase. La République gabonaise est responsable de sa défense intérieure, mais elle peut faire appel à la France. Et on verra qu'à chaque fois qu'elle a eu à le faire, appel à la France, c'était pour empêcher justement que le régime soutenu par la France ne tombe. Dans cette défense intérieure, elle est surtout dirigée contre le peuple qui veut s'émanciper. Les forces armées gabonaises participent avec les forces armées françaises sous un commandement unique à la défense extérieure de la communauté. Commandement unique, qui est le commandant unique? Qui va prendre les décisions pour défendre la prétendue communauté, si ce n'est pas la France? Donc, vous voyez, là, deux aspects importants qu'il faut soulever. La France peut aider les forces militaires gabonaises à empêcher la chute d'un régime, et c'est la France qui dirige en réalité l'armée du Gabon. C'est écrit dans cet article 3 au premier et deuxième alinéa. Article 5. Et je finis là, pour ne pas être long. La République française s'engage à apporter à la République gabonaise l'aide nécessaire à la constitution de ses forces armées nationales. Quand vous regardez aujourd'hui l'armée nationale gabonaise, vous avez vraiment l'impression qu'elle est une armée digne de ce nom, que la France a rempli sa part de contrat. C'est une question sur laquelle je vais me prononcer à la fin de ce direct. Mais j'ai voulu vous donner l'arsenal juridique qui explique et justifie la présence militaire française au Gabon. La France, en réalité, n'a pas voulu quitter le Gabon lorsque ce dernier a été déclaré indépendant. Non. Elle avait besoin d'avoir la mainmise sur ce pays qui était un scandale géologique. Il faut une sorte de fortin militaire romain ou de kraal militaire zoulou pour marquer son emprise sur le territoire de l'empire néocolonial français. Il faut donc qu'il y ait une présence des militaires. C'est ainsi que l'on faisait comprendre que ce territoire nous appartient. Lorsque des éléments militaires d'une nation se retrouvaient là, dans un territoire qui, au départ, ne leur appartenait pas. Donc, l'enjeu ici, c'est d'avoir le contrôle, la haute main sur le territoire du Gabon et donc sur toutes les richesses de ce pays. Richesses qui, vous le savez, je l'ai démontré lors de mon dernier live, richesses qui sont incommensurables, mais qui ne profitent pas aux Gabonais. Voilà le paradoxe. Quelle est la présence militaire au Gabon en termes d'effectifs, en termes de lieux et puis en termes d'armement? Quelques mots pour ne pas être long. Nous avons 370 éléments permanents au Gabon qui sont des militaires français. Ils sont situés, ils sont basés, leur siège est au camp de Gaulle. C'est le 6e bataillon d'infanterie de la marine, qu'on appelle le 6e BIMA. S'agissant de l'armement, vous avez une unité aérienne qui peut donc déployer des avions de guerre. Vous avez une unité terrestre, des éléments, l'infanterie. Et vous avez un échelon de commandement, donc des personnes qui donnent des instructions qui sont donc répercutées échelle par échelle dans la discipline militaire, comme vous le savez. Mais au-delà du Gabon, il existe une présence militaire en Afrique. Et il est important de rappeler cela, car ce n'est pas anodin. La France ne maintient pas des bases militaires en Afrique pour rien. Elle a ses raisons. Elle poursuit des objectifs. Il y a des enjeux pour elle à relever. Et il nous faut maintenant être au courant de ces enjeux. Pour comprendre que si notre compte n'y est pas, nous devons remettre justement en question certaines situations qui
jusqu'à présent, semblent naturelles, semblent évidentes. Non, elles ne le sont pas. Dès l'instant où notre intérêt n'est pas préservé. Quatre bases militaires, françaises en Afrique. Ce sont des bases permanentes et qui sont prépositionnées en Afrique. Il y a la base de Dakar, de Djibouti, de Libreville et de Côte d'Ivoire. C'est donc une sorte de carré magique, si vous regardez bien. Vous avez la base militaire de Libreville en Afrique centrale. Vous avez celle de Djibouti en Afrique orientale. Donc vous tirez un trait. Vous avez ensuite celle de Dakar sur la côte du golfe de Guinée. Vous tirez un autre trait. Et puis vous avez celle d'Abidjan, toujours sur la côte, et vous tirez un trait. Et vous avez là un carré qui permet d'encercler l'espace francophone, le précaré français d'Afrique. Ces bases ne sont pas là fortuitement. Les stratèges ont décidé que 4 bases suffisaient pour avoir le contrôle militaire d'un espace que les Français considèrent comme le leur. Quels sont les objectifs qui sont affichés pour justifier officiellement ces bases militaires? Car il ne faut pas donner l'impression que ce sont des bases d'occupation, naturellement. Il faut laisser entendre qu'il y a des objectifs nobles de coopération militaire entre les peuples. Il est dit, dans les différents documents auxquels vous pourrez avoir accès, il est dit que ces bases militaires ont pour ambition d'accompagner les États africains dans le renforcement de leur capacité de sécurité collective, intérieure naturellement et sous-régionale, mais pour contribuer à la stabilisation régionale et à la paix. On se demande alors pourquoi les rebelles sont si présents dans certains pays africains. On se demande pourquoi les terroristes sont si présents, si cette coopération était si efficace. Si on s'en tient toujours à l'objectif officiel qui est brandi. Au niveau de la bande sahélo-saharienne, il existe une présence militaire française qui a commencé avec l'opération Serval 2013-2014, lorsqu'il y a eu l'entrée des djihadistes à Bamako, après la chute du colonel Kadhafi en 2010-2011. Et l'opération Serval a duré de 2013 à 2014, soit 2 ans, et a été remplacée par l'opération Barkhane, qui aujourd'hui est fortement contestée. Et cela justifie l'arrivée des Russes dans l'affaire. Il y a aujourd'hui 4800 militaires au Mali, dans la bande sahélo-saharienne. 4800 militaires au Mali sont censés combattre les forces terroristes. Mais les forces entières qui sont censées lutter contre ces mouvements djihadistes, terroristes islamistes, ces forces militaires peuvent contenir à peu près 10 000 hommes. 10 000 hommes. Et dans les 10 000 hommes, 4 800 sont les militaires français, sont quasiment la moitié. En Afrique centrale, nous avons, c'est vrai, la base militaire du Gabon, mais nous avons l'opération Sangaris qui, elle, a duré de 2013 à 2016. Et ensuite, aujourd'hui, que cette opération a pris fin, il y a les forces de la MINUSCA qui sont dirigées par des militaires français. Et là, on compte environ 2000 militaires. Nous sommes là dans la République centrafricaine. En Afrique de l'Ouest, nous avons la Côte d'Ivoire avec son 43e BIMA au port Boué qui compte 950 militaires. Au Sénégal, dans les quartiers de Ouakam et au port militaire de Dakar, nous avons 350 militaires permanents prépositionnés dans ce pays. Donc, il n'existe pas un autre État européen qui dispose de tant de bases militaires en Afrique, dans ses anciennes colonies. Le Portugal n'a aucune base militaire en Angola, au Mozambique.
Portugal a été chassé militairement par les guerres de libération. L'Espagne n'a aucune base militaire en Guinée équatoriale, qui fut d'ailleurs son unique colonie en Afrique, dans le golfe de Guinée. La Grande-Bretagne, également combattue, n'a aucune base militaire au Ghana, ni au Nigeria, ni en Tanzanie, ni au Botswana. Aucune base militaire. La France seule conserve des bases militaires dans des États qui sont prétendus indépendants. Il y a là une contradiction. C'est évident, il y a une contradiction. Et il nous faut absolument lever cette contradiction. Il y a l'Afrique de l'Est. Et je vais terminer là. Ça semble lointain, c'est vrai, Djibouti, mais c'est l'Afrique de l'Est. C'est sur la corne de l'Afrique. La France y a 1500 militaires, avec 5 emprises sur Djibouti. 5 emprises, que je vais préciser. Il y a un régiment interarmé. Il y a détachement de la version légère. Il y a une base militaire. Il y a une base navale. Et il y a un centre d'entraînement. Donc tout le dispositif est là-bas à Djibouti, dans une zone relativement sécurisée, pour assurer l'entraînement de ceux qui sont justement répartis dans la bande sahélo-saharienne, dans la base d'Afrique centrale, c'est-à-dire le Gabon, le Centrafrique, dans la base d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Voilà comment la France encercle son précaré avec ses bases militaires. De sorte que, si elle dispose de cette puissance militaire incroyable, elle a la main sur la politique qui va se faire dans les différents États, encerclés militairement par la France. Nous avons vu les objectifs de cette armée française au Gabon. Elle est censée accompagner les États africains pour assurer leur sécurité intérieure, sécurité collective, sous-régionale, pour garantir la stabilité et la paix. Voilà l'objectif qui a été annoncé. Les enjeux sont tout autres, nous le savons. La France a besoin d'avoir le contrôle des matières premières. Et pour cela, rien de mieux que la force militaire pour s'imposer. Mais il faut le faire subtilement. Toujours en étant en retrait pour ne pas être exposé et en mettant en avant les anciens supplétifs qui, entre-temps, sont devenus les armées nationales. Je voudrais maintenant donner quelques faits d'armes de l'armée française au Gabon. Le comportement que les Français qui sont de la base militaire ont eu dans notre pays, le Gabon, depuis 1960. Nous sommes en 1964. Il y a un coup d'État qui se fait au petit matin, le 17 et 18 février 1964. Ce sont les lieutenants Valère Essonneau, Jacques Mombo, Ndo Edou et 150 militaires, tous corps confondus, qui vont démettre Léon Bas sans un seul coup de feu. Le sang ne coulera pas au cours de ce coup d'État. Mais il va s'opérer un contre-coup d'État le 19 février. 600 soldats français venus de Pointe-Noire vont prendre d'assaut le camp militaire Baraka où s'étaient déportés les insurgés, les putschistes militaires, pour ne pas dire les révolutionnaires gabonais militaires. Bilan, 19 tués et 15 blessés. Voilà comment l'armée française solde ses premiers comptes avec le peuple gabonais. Les militaires qui déposent le chef de l'État et qui le font pacifiquement, sans coup férir, et la France qui riposte
et qui tue 19 personnes et qui en blesse 15. Et jusque-là, aucun procès. Ndoedou, Jacques Bombo et Sono sont morts pour leur pays et leur mémoire a été totalement oubliée. Nous réhabiliterons nos héros nationaux. Nous les réhabiliterons. Et nous demanderons des comptes à l'armée française sur cet épisode du coup d'État du 17-18 février 1964. Qu'on se le tienne pour dit. Mais c'est déjà un premier fait d'armes de l'armée française au Gabon. On voit déjà quelles sont ses réelles ambitions, ses réelles intentions. Il fallait soutenir un régime qui était décrié par le peuple, décrié par l'opposition. Il fallait l'imposer aux Gabonais. Et l'armée française a servi à cela. En 1971, l'armée française va encore s'illustrer à travers un de ses pires éléments. Pire pour nous les Africains, mais peut-être meilleur pour les Français. Il s'agit de Robert dit Bob Denard. Ce dernier va assassiner Germain Banguema, qui était l'opposant le plus en vue et capable de prendre le pouvoir à leur poulain Omar Bongo, à l'époque Albert Bernard Bongo. Ce mercenaire, ce corsaire de la France-Afrique, a assassiné M. Germain Banguema, dont le corps, comme celui de Patrice Lumumba, n'a jamais été retrouvé. La veuve de Germain Banguema, qui est morte il y a longtemps, n'a jamais pu faire le deuil de son mari. Et il n'y a jamais eu d'enquête. Jamais eu d'enquête. Une famille qui a été totalement traumatisée, dévastée par cet assassinat immonde, n'a jamais pu faire le deuil d'avoir perdu un être cher. Nous allons réhabiliter la mémoire de Germain Banguema. Le Gabon doit réhabiliter ses héros. En 1990, un événement se produit. La mort suspecte de Joseph Renjambe le 23 mai 1990. Des émeutes et des pillages éclatent à Libreville et à Port-Gentil. Il y a une prise d'otage de 8 Français, un Britannique et un Gabonais, par les Gabonais très fâchés, ceux de Port-Gentil, fâchés d'avoir constaté que leur leader, Joseph Renjambe, qui portait l'espoir, a été assassiné dans une chambre de l'hôtel Douai. La France, devant l'appel au secours d'Omar Bongo, décide de rentrer en jeu. Elle va donc déployer ses forces à Libreville et à Port-Gentil et elle va réussir à rétablir le calme. C'est l'intervention de l'armée française qui sauve le régime d'Omar Bongo, fortement déstabilisé par cette insurrection. Bilan, 2 morts et 17 blessés selon les chiffres officiels. Mais l'opposition continue à penser qu'il y a eu plus de morts que cela. Voilà le 3e fait d'armes qu'il faut accorder à l'armée française au Gabon. D'avoir participé à stabiliser un régime contesté et d'avoir fait en sorte qu'il y ait plusieurs morts et plusieurs blessés. Jusque-là, l'enquête sur la mort tragique et suspecte de Joseph Renjambe n'a jamais été proclamée. Du moins, ses résultats n'ont jamais fait l'objet d'une proclamation. Et il en est de même pour les 2 morts ou les plusieurs morts qui sont tombés en 1990. Là aussi, rideau, rien. Mais il faut mettre cela dans le compte des faits d'armes de l'armée française au Gabon. 1993, première élection présidentielle multipartite. Nous sommes en décembre de cette année et les résultats sont contestés.
le père Paul Mbabesolo, qui prétend avoir gagné les élections, va ériger le Haut Conseil de la République. Et cette structure sera concurrente à celle du gouvernement dirigé par Omar Bongo et le nouveau Premier ministre qu'il a nommé. S'en suivra une grève illimitée de la Confédération gabonaise des syndicats libres en février 1994, 2 mois plus tard. Ces manifestations populaires seront interdites par le gouvernement de la République et un couvre-feu sera instauré. Naturellement, les populations qui sont très remontées contre le pouvoir vont refuser le couvre-feu et vont refuser l'interdiction des manifestations. Elles vont donc ériger des barricades, il y aura des troubles, des violences et des pillages. Une répression militaire va se faire, encadrée naturellement par les instructeurs français de la garde républicaine, anciennement garde présidentielle. Bilan, selon les officiels, 9 morts, selon l'opposition, 38 morts. Aucune enquête jusqu'à présent n'a été menée. Et nous ne connaissons toujours pas les résultats. Qui est à l'origine de ces 38 morts ou de ces 9 morts? Rien. Rideau. Ce sont là les faits d'armes de l'armée française au Gabon qui appuient systématiquement les répressions militaires de l'armée nationale. En 2009, nous avons à nouveau, à l'issue de l'élection présidentielle, une crise post-électorale qui suit la contestation de l'élection d'Ali Bongo. Le président de la République, Omar Bongo Ondimba, est décédé à Barcelone et des élections anticipées se font en 2009. Ali Bongo est candidat et, bien qu'il ne fût pas élu, s'impose grâce à la répression militaire qu'il va orchestrer et qui sera encadrée par les instructeurs militaires français qui avaient décidé qu'après le père, ce serait le fils adoptif qui prendrait le contrôle de leur néocolonie. Le bilan, triste bilan, donne 3 morts officiellement et 15 morts du côté de l'opposition. 2009. Ali Bongo prend le pouvoir en se couvrant de sang d'innocents, en traversant des cadavres, des morts. Il s'installe au palais du bord de mer et a pour ambition de gérer notre pays pendant 7 ans et de le porter vers l'émergence. C'est ainsi le discours de campagne qu'il tenait. 2016. Le bilan est piteux, médiocre. Mais l'homme, néanmoins, Ali Bongo, décide de reboloter, d'être à nouveau candidat. Alors qu'il n'a aucune raison de vouloir faire un second mandat. Il n'a pas été à la hauteur de la situation. Malgré la manne pétrolière que le Gabon a eue à partir de 2010, soit pratiquement quelques mois après son arrivée à la tête du pays, de la manière dont je viens de vous raconter. Il y a donc naturellement à nouveau fraude de la part d'Ali Bongo, qui n'a pas été élu et qui a été battu pour Jean Ping. Et je suis assez bien placé pour en parler, car j'étais membre de l'état-major de campagne de Jean Ping et j'occupais la délicate fonction de président de la commission scrutin. J'avais donc les chiffres au fil de l'eau d'élections présidentielles, par ville, par département et par province. Nous avons mis en place un dispositif informatique qui nous permettait de recueillir les différentes informations des procès-verbaux et d'impacter une base qui consolidait les résultats et qui, après, les remettait au président Jean Ping. Seule la province du Haut-Ogooué a eu des informations en décalage avec celles que nous avions. Pour les 8 autres provinces, les chiffres sortis par la base de données de l'Ivoirien Yeo
Chiova qui a été injustement arrêté, ces chiffres pour les 8 correspondaient, pour les 8 provinces, correspondaient aux chiffres qu'ont donnés les différents gouverneurs. Donc, ce dispositif a été relativement performant car il a livré les vrais chiffres au bout de 3 jours après l'élection présidentielle qui s'est tenue le 27 août 2016. Ali Bongo décide néanmoins de frauder, de tricher, de s'imposer par la force. Et là, il y a une répression militaire encadrée encore une fois par les instructeurs français de la garde républicaine. Un certain Stéphane Chiron et Pierre Legros se trouvaient présents lorsque le quartier général de M. Jean Ping a été canardé. Et je suis encore bien placé pour en parler, car je me trouvais au 4e étage de ce quartier général lorsque les hélicoptères et les différentes unités ont pris d'assaut le quartier général où nous étions retrouvés. Cette répression que nous qualifions de massacre, car près d'une centaine de Gabonais ont perdu la vie. Cette répression s'est faite non seulement au quartier général de M. Jean Ping, mais également dans les quartiers et villes de Libreville, de Port-Gentil et d'Oyem. Le bilan officiel, d'après les autorités gabonaises, fut de 3 morts. Mais l'opposition, le rapport qui avait été fait par le docteur Sylvie Mbott et Mme Aniléa Meillé, laissant entendre qu'il y avait au moins 27 Gabonais qui étaient tombés, dont on avait retrouvé les corps. On pense même que les fausses communes aujourd'hui existent et qu'il y avait bien plus de 27 personnes qui sont tombées ce jour-là. Là aussi, aucune enquête nationale, aucune enquête internationale. Comme si ces personnes, ces Gabonaises, qui manifestaient pacifiquement, sont mortes pour rien. Il y a tous les 31 août, au quartier de M. Jean Ping, depuis 2016, il y a un recueillement auquel je participe toujours, sauf la fois où j'étais incarcéré à la prison centrale de Libreville. Mais je suis toujours présent pour honorer ceux qui sont morts pour que notre pays accède à une véritable souveraineté. Quand on regarde ce petit fleurilège d'épisodes historiques que je viens de relater, on se rend compte que l'armée gabonaise n'est pas professionnelle. Ce n'est pas une armée de métier. Elle est incapable de protéger sa population. Elle est incapable de protéger les frontières du Gabon. C'est en fait une armée de répression au service d'un régime qui est soutenu par la France. Et cette armée de répression, elle est encadrée par l'armée française. Il faut le comprendre. L'armée gabonaise est une survivance des supplétifs de l'armée coloniale française. L'armée coloniale française avait pour mission de dompter les rebelles, même de les tuer, et d'avoir sous sa botte tous ceux qui acceptaient la soumission à la France. C'était cela la mission de l'armée coloniale. User de la force pour imposer la France dans notre pays, le Gabon, qui à l'époque était une colonie de la France. Depuis les indépendances, depuis les pseudo-indépendances, l'armée gabonaise, ce sont simplement les supplétifs africains de l'armée coloniale française qui se retrouvent maintenant à être à la tête de ces différentes bataillons, régiments, et aidés en cela par les éléments français de la base militaire du 6e BIMA, du camp de Gaulle. Je l'ai dit plus haut, les formes ont juste changé, les méthodes et les missions sont restées les mêmes. La garde républicaine, aujourd'hui, constituée principalement du clan tribalo-ethnique
de la famille Bongo Ondimba et Valentin, cette garde républicaine est le fer de lance de cette armée gabonaise, dont la mission est de réprimer toute force qui s'inscrirait en dehors de la logique france-africaine impulsée par le président de la République française, par l'ambassade de France au Gabon. Voilà à quoi sert en réalité la garde républicaine. Et bien entendu, quelques unités que l'on peut trouver dans les autres forces armées du Gabon, dans la police, dans la gendarmerie, l'armée de terre et l'armée de l'air. Donc, en réalité, l'armée française n'a pas joué son rôle de professionnaliser l'armée gabonaise, de faire en sorte qu'elle soit capable de défendre les frontières du pays, de faire en sorte qu'elle soit capable de défendre les populations gabonaises, et donc de pouvoir partir n'étant plus nécessaire, étant entendu que l'enfant a grandi sous le tutorat du père français, et maintenant qu'il peut s'assumer, il n'y a plus de raison que le père soit là. Non, non, non. Ce n'est pas la situation que nous constatons. Nous constatons une armée française qui est là et qui n'a pas du tout l'intention de faire en sorte que notre armée gabonaise soit républicaine et soit professionnelle, soit une armée de métier. Ce n'est pas dans son intérêt. Ce n'est pas dans son intérêt. L'armée gabonaise agit comme une milice de l'armée française et qui frappe, qui tape, qui tue les Gabonais qui ne sont pas d'accord avec le régime dictatorial des Bongo que la France soutient. Il faut le comprendre ainsi. Avant de conclure cette vidéo, qui dure maintenant depuis 1h22, je voudrais relever le cas du Centrafrique et du Mali. La France joue un rôle important dans la force de la MINUSCA. C'est elle qui encadre les troupes. Et pourtant, pendant près de 8 ans que le pays a vécu sous la férule des rebelles, qui contrôlaient pratiquement 80% du territoire, pendant ces 8 ans, les forces de la MINUSCA n'ont pas réussi à en découdre, à venir à bout des rebelles. L'opération Sangaris et ce qui a suivi après n'ont pas pu stopper la rébellion de la CPC de François Bozizé. Pourquoi? Pourquoi une force française peut-elle être mise en déroute par des miliciens, par des rebelles du CPC? Car la MINUSCA se résume finalement aux militaires français. Ce sont eux qui dirigent. Ils ont été incapables d'assurer la sécurité territoriale du Centrafrique. Il a fallu attendre l'entrée en lice des Russes pour qu'en l'espace de 6-8 mois, le Centrafrique soit à nouveau contrôlé militairement par les FACA, les forces armées centrafricaines. Il est vrai que ces dernières ont bénéficié de l'aide et des Russes et des soldats rwandais. Deuxième cas, celui du Mali. Nous avons une force qui s'appelle la MINUSMA, dans laquelle la France joue un rôle très important. Mais on se rend compte que ce jeu très important de la France est de plus en plus dévoilé, même par le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, qui trouve que la France a un jeu double avec des terroristes de l'Azawad. Donc, nous sommes pratiquement convaincus que l'opération Barkhane n'avait pas pour objectif véritable de lutter contre les terroristes, sinon ils seraient venus à bout. Comme en Centrafrique, l'opération Sangaris n'avait peut-être pas intérêt à mettre hors jeu les rebelles. Une situation de chaos dans un pays, dit souverain, permet aux forces militaires qui sont là d'imposer leur volonté. Et c'est peut-être ce que la France fait au Mali actuellement et ce qu'elle ne fera plus au Centrafrique grâce aux Russes. Les Maliens ont signé
avec la Fédération de Russie un accord de coopération militaire, sécuritaire, qui est en cours depuis le début de l'année. Ils auront 6 mois, les Russes, pour mettre à mal les djihadistes, pour reconquérir tout le territoire malien. Certainement que ce contrat est reconductible. On verra donc en 6 mois ce que les militaires russes seront capables de faire. S'ils réussissent en moins d'1 an à nettoyer le Mali de toutes ces différentes forces terroristes qui pullulent depuis maintenant près de 8 ans, s'ils réussissent à le faire en l'espace de 6 mois, ou même un peu plus, en moins d'1 an, alors il faudra s'interroger sur la sincérité de la présence militaire française au Mali et dans le Sahel. C'est peut-être ce que Macron craignait, c'est peut-être ce que l'Union européenne redoutait, que de voir leur jeu dévoilé, mis à jour par la présence des Russes qui, c'est clair, ne feront pas de quartier avec les djihadistes. On peut déjà présumer que la partie est perdue et que la France va devoir plier bagage car elle n'a pas été à la hauteur de la tâche qu'elle s'était donnée, celle de venir éteindre l'incendie djihadiste au Mali. Ce privilège risque de revenir aux Russes de Vladimir Poutine. Et donc nous devons saluer ce travail que les Russes feront. Ils ont été à l'œuvre en Syrie, ils ont été à l'œuvre en Centrafrique, et dans les 2 cas, le pouvoir a réussi à reprendre le contrôle de tout son territoire. C'est ce qui va se passer. Nous en sommes parfaitement convaincus. Je le disais lorsque je présentais mes vœux. Je disais que la France était fragilisée. Parce que des forces se lèvent qui remettent en cause tout le dispositif france-africain qui nous tient sous le joug néocolonial. Des forces se lèvent et qui n'ont pas l'intention de s'arrêter tant qu'elles ne seront pas totalement affranchies de la puissance impérialiste française. J'ai parlé, dans un premier temps, des populations qui sont de plus en plus éveillées. Le niveau de conscience s'élève en Afrique. On prend maintenant la bonne connaissance des choses qui se tramaient contre nous et dans l'obscurité. Nous en sommes de plus en plus conscients. Et disposant de l'information, nous ne pouvons plus nous comporter comme du temps où nos pères ne l'avaient pas. Voilà une force qui se met en place. Une force contestataire, une force protestataire à la France-Afrique. Deuxième force, la diaspora, qui réalise qu'elle a son rôle à jouer en France et qui va certainement se mobiliser pour que des thématiques comme celle de la France-Afrique apparaissent dans le débat politique. On ne va pas continuer à fermer les yeux sur une politique française aujourd'hui décriée dans l'ensemble des 14 pays d'Afrique francophone. Lorsqu'on parle d'immigration, il faut maintenant connaître les causes véritables. Peut-être que l'immigration que les Français ne veulent plus dans leur pays, l'immigration africaine et maghrébine, peut-être cette immigration-là, elle cesserait si les Africains restent chez eux. Mais pour qu'ils restent chez eux, il faut qu'ils fassent bon vivre. Pour qu'ils fassent bon vivre, il faut qu'il n'y ait plus de dictature. Et pour qu'il n'y ait plus de dictature, il faut qu'il n'y ait plus le soutien de l'Élysée à ces dictatures. Voilà la chaîne de compréhension qu'il faut intégrer désormais. Et si ce discours est tenu en France pendant l'élection présidentielle, eh bien, nous avons des chances de commencer à voir le bout du tunnel. J'en suis persuadé. Les Français ne sont pas au courant de ce que font les différents responsables politiques, surtout que le président de la République, qui mène seul la politique africaine de la France, ne rend jamais compte au Parlement. Donc les Français ne sont pas au courant. Tout est fait dans leur ignorance la plus totale. Aujourd'hui, nous voulons les tenir informés, leur dire de quoi il est question, pour qu'ils réalisent que s'ils veulent la fin de l'immigration dans leur pays, alors il faudra aussi qu'ils demandent que l'État français ne soutienne plus les dictatures france-africaines.
Le général Charles de Gaulle, et je vais conclure là. Jean-Charles de Gaulle, qui s'était battu contre l'Allemagne nazie, contre le gouvernement de Vichy, de Philippe Pétain, avait, revenu aux affaires, exigé le départ des troupes et des bases militaires américaines. Je veux quand même préciser que les Américains sont venus mourir dans les plages de Normandie lors du débarquement pour sauver la France. Il y a des tombes de soldats américains en Normandie. Beaucoup sont morts pour la France. Ça n'a pourtant pas empêché à De Gaulle d'exiger que, pour des raisons de souveraineté nationale, pour les impératifs d'indépendance, la France se devait de ne pas avoir de troupes étrangères dans son pays. Oui, nous sommes reconnaissants aux morts américains, mais nous voulons l'indépendance de notre pays, nous ne voulons pas de base militaire américaine en France. Les États-Unis d'Amérique se sont exécutés. Les bases américaines ont été démantelées et les troupes américaines, les GIs, sont repartis aux États-Unis. Cela s'est fait en 1967. En 1967. De Gaulle était revenu aux affaires depuis 1958. Nous adoptons la même posture gaulliste. Nous adoptons la même posture d'impératif de souveraineté nationale du Gabon. Nous exigeons, nous demandons le départ des troupes françaises du Gabon. Nous exigeons le démantèlement du camp militaire de Gaulle, le 6e BIMA. C'est également une exigence de souveraineté nationale. Il n'y a pas de raison qu'une base militaire étrangère, fût-elle française, soit sur le sol africain, gabonais, en 2022. Non, nous ne l'acceptons plus. De Gaulle voulait l'indépendance de son pays. Nous également, nous voulons la souveraineté de notre pays. De Gaulle voulait que les bases militaires américaines soient démantelées et que les troupes des GIs repartent aux États-Unis. Nous demandons la même chose. Nous voulons que les troupes françaises quittent notre pays. Nous voulons que la base militaire du camp de Gaulle, du 6e BIMA, soit démantelée. Car nous considérons que la base militaire au Gabon, pour les intérêts du peuple, ne sert à rien. Mais elle soutient une dictature que nous ne voulons plus voir à la tête de notre pays. J'ai répondu à cette question que j'ai posée en début du direct. À quoi sert la base militaire française d'occupation au Gabon? Elle sert exclusivement à préserver les intérêts énormes de la France dans notre pays. C'est tout. Elle n'est pas là pour protéger le peuple gabonais. Elle n'est pas là pour assurer la paix. Elle n'est pas là pour assurer la stabilité du Gabon. Non. Elle est là pour que la France continue à accéder aux immenses richesses du Gabon, notre pays. Voilà la véritable raison qui explique la présence de la base militaire dans notre pays, le Gabon. Voilà. J'en ai terminé aujourd'hui. J'ai posé une question et j'ai essayé d'y répondre. J'espère que vous m'avez suivi. La vidéo est disponible. Vous pouvez la partager. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci, grâce avec vos j'aime, vous avez protégé la vidéo. Maintenant, je vous demande tout simplement de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes qui n'ont pas assisté en live à cette vidéo puissent en rediffusion suivre cela. Je vous demande donc de la partager massivement. Avant de nous quitter, nous allons réécouter, comme il est maintenant de tradition, Garde à vous. le morceau qui a été retenu pour vous. Rompez, rompez. Rompez, rompez.
Nous voulons une armée républicaine, comme le propose Lord Ekomindong et le Seigneur Lion, Matt. On veut voir l'armée Djouzé le jazzé. Mes respects, mon général. Prenez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade. Mais je ne tirerai pas sur les miens désarmés. Mes respects, mon général. Prenez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade. Mais faites sur les miens jamais. Loin de la ville morte, personne ne dort. Aujourd'hui encore, on fonce vers les preuves de force. Aéroport, fucked up, bloquez les ports, baissez les stores, l'acteur, bloquez les portes. Le peuple est dehors, les pneus brûlent encore, les barricades bloquent les transports, les meufs débordent. Les ont tort, pour nous dans les corps, peu importe. Les ordres sont les ordres, on ramène l'ordre par la force. Mais lorsque l'état-major ordonne que les armes sortent, on ne peut que ramasser les corps. Dès lors que les forces Une armée républicaine. on devient sponsor de la mort. C'est une armée qui a pour mission, Si je porte parce qu'elle dispose de la discipline et qu'elle dispose de l'arme, l'armement. Elle a pour mission, de protéger tous les citoyens à l'intérieur, mais également de protéger les frontières du pays si ces derniers venaient à être attaqués par des ennemis extérieurs. Voilà les deux missions, la sécurité intérieure et la sécurité aux frontières. C'est cela, une armée républicaine. Elle existe aujourd'hui en France, elle existe au Japon, elle existe en Allemagne, elle existe aux États-Unis. Cette armée ne peut pas tirer sur les citoyens. Cette armée ne massacre pas son peuple. Or, vous avez constaté que depuis 1964, notre armée nationale est surtout caractérisée par sa brillance dans la répression. Mais reprimer le peuple, ce n'est pas le protéger. Si demain nous sommes agressés par des djihadistes, comme ça a été le cas au Centrafrique et au Mali, l'armée gabonaise sera-t-elle capable de repousser l'envahisseur? Et donc la France, pendant 61 ans, qu'a-t-elle fait pour, comme le stipulent les accords de coopération, professionnaliser les armées africaines? Qu'a-t-elle fait? Vous avez compris qu'en répondant à cette question, je ne suis pas excessif. Nous devons reprendre notre pays en main. Nous devons reprendre notre armée en main. Nous ne pourrons le faire que lorsque la France, par sa base militaire, aura quitté les terres du Gabon. Sans cela, on n'aura jamais le contrôle de notre pays. Une des conditions sine qua non pour installer une véritable démocratie dans notre pays, il nous faut absolument faire partir la base militaire de l'oppresseur. Et nous voulons des militaires qui vont refuser de tirer sur le peuple, comme le chantent Lord Ekomindong et le Seigneur Lion Matt. Bien, voilà. Nous avons fini avec cette troisième question. La quatrième, à laquelle nous allons répondre la semaine prochaine, est la suivante. Faut-il toujours la monnaie CFA comme monnaie d'échange entre les pays africains de la CEMAC? À quoi sert le CFA en 2022? Le temps n'est-il pas venu d'avoir soit des monnaies nationales, comme au Rwanda, comme au Botswana, soit une monnaie commune? Et dans ce cas, la France ne devra plus en être le légataire. Voilà la question que je pose aujourd'hui et qui sera traitée la semaine prochaine. La question du franc CFA. Merci d'avoir été présent. Merci de partager cette vidéo. OTEP à mes frères africains. OTEP 3 fois et à jeudi prochain. Merci.